De retour dans la Côte Imo et nous sommes à présent dans l'expert Imo avec vous toujours Sylvain Lévy-Valency. On se demande actuellement qui veut la peau de l'immobilier dans une émission consacrée à la politique de l'immobilier, aux politiques du logement, et on commence avec le chiffre du jour, Sylvain. Oui, tout à fait, Nicolas. Alors, le chiffre du jour, c'est plutôt un nombre d'heures, si vous permettez. Bien sûr. Ça serait plutôt 42 heures. 42 heures, c'est le nombre d'heures obligatoires à réaliser sur les 3 dernières années, inscrit dans la loi Elan. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes obligé, quand vous êtes professionnel de l'immobilier, si vous voulez avoir le renouvellement de votre carte professionnelle, de faire une moyenne de 42 heures ou 14 heures par année. À défaut, comme je le disais tout à l'heure, cette carte professionnelle ne sera pas renouvelée et donc ça place le professionnel dans l'incapacité d'exercer sa profession. L'objectif est de renforcer de manière très forte le niveau de formation continue des professionnels de l'immobilier. On ne va pas s'en plaindre. Un chiffre du jour qui fait la transition entre la première et la deuxième interview de cette émission de la Côte Imo, puisque on va se demander ensemble, Sylvain, si les politiques se sont donnés pour mission de tuer l'immobilier avec des règles ou des normes. Enfin bon, en tout cas, on peut légitimement se poser la question. Je crois que vous posez d'ailleurs la question à chaque émission. Hein. Oui. Veulent-ils orienter leurs investissements sur des actions ou autres? Enfin, la complexité des métiers fait-elle peur aux politiques, ou en tout cas fustiger l'immobilier, est-ce la solution facile lorsque l'on est politique? C'est une question qu'on va vous poser. Vincent Pavanello, bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. Vous êtes économiste, vous êtes essayiste et vous êtes également DG de la Maison des Mandataires. Première chose qu'on a envie de vous demander, ce sujet, l'immobilier fait d'un côté beaucoup j'ai envie de dire réglementé quand on est politique, mais finalement assez peu parlé dernièrement. J'ai envie de dire, on parle d'immobilier du fait de l'absence d'immobilier au gouvernement aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation ? On ne peut pas l'expliquer. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on réagit à cette situation ? Si vous pouvez l'expliquer, ça serait bien. Je dois bien reconnaître qu'on n'arrive pas, nous les professionnels du secteur, à l'expliquer. Et surtout, en fait, j'ai envie de vous poser la question autrement, est-ce que c'est entendable si on prend la base des besoins de la pyramide de Maslow? Dormir et se loger fait quand même partie des premiers. Quand un gouvernement administre une nation, est-ce qu'on peut entendre effectivement que l'immobilier ou le logement soit relégué au sein d'un autre ministère? Je dirais, un, c'est logique, je vais expliquer pourquoi, dans la logique macronienne, et deux, c'est inquiétant et c'est potentiellement très grave à court terme, à moyen terme. C'est logique parce qu'on a un président de la République qui, en 2017, n'a pas fait campagne sur le logement, n'a quasiment pas parlé du logement, qui, pendant 5 ans, hormis quelques réformes techniques, en réalité très peu fait pour le logement. Il a fallu attendre la toute fin du quinquennat et la commission Rebsamen pour avoir des vraies réponses à la crise du logement neuf. Tant mieux qu'on les ait eues, mais on les a eues très tard, et on les a eues trop tard, je pense, et on va le payer pendant quelques années. Et puis on a un président de la République qui repartait en campagne, qui n'a pas une nouvelle fois parlé de logement. Donc on ne peut pas trop s'étonner maintenant que le logement ne soit pas à l'agenda du quinquennat, puisque tout nous laissait à penser que ce serait malheureusement le cas. Bon, ça c'est pourquoi c'est logique et comment on peut le comprendre. Maintenant, pourquoi c'est grave et pourquoi c'est inquiétant? Moi, je pense qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Et qu'il ne faut pas tout attendre de l'exécutif. Moi, j'allais vous dire, il ne faut peut-être pas tout attendre du président de la République non plus. Il y a quand même une Assemblée nationale, il y a des ministres, il y a un gouvernement. Alors effectivement, mais bon, on aurait pu avoir d'autres professionnels qui auraient pris ce sujet à bras-le-corps. Non, mais moi, je suis plutôt libéral philosophiquement et économiquement encore plus. Et donc, je n'attends pas tout de l'État. Et je sais que la réponse à la plupart des problèmes du pays ne viendra pas de l'État ou de la puissance publique au sens large. En revanche, l'État a une légitimité à agir quand il y a ce qu'on appelle, pardon d'utiliser un langage un peu d'économiste, des externalités négatives. C'est-à-dire qu'il y a des agents économiques, entreprises, citoyens, collectivités locales, qui prennent des décisions dont ils ne supportent pas les effets négatifs. Et le meilleur exemple de ça, je pense que tout le monde l'a bien vu aux dernières élections municipales, les habitants de Nantes, de Bordeaux, de Lyon et en fait de toutes les grandes métropoles dynamiques ont voté pour des candidats qui leur promettaient, qui leur proposaient un arrêt quasiment radical de la construction. Mais c'est facile pour ces gens-là qui habitent déjà dans les métropoles, puisque qui va supporter les effets de la non-construction? Les gens qui auraient aimé venir dans cette métropole. Et donc l'externalité négative, elle est assez claire dans ce cas-là. Les gens votent et les conséquences sont subies par les gens qui aimeraient bien aller vivre à Lyon, mais qu'il n'y a pas de logement pour eux. Ils aimeraient bien que leurs enfants aient étudié à Bordeaux, mais il n'y a pas de logement pour eux. Et dans ce cas précis, c'est aux politiques d'intervenir. C'est à l'État de dire « j'identifie que dans tel et tel territoire, l'intérêt général n'est pas défendu, on défend des intérêts particuliers de gens qui habitent déjà ici, des insiders, pour reprendre le langage macronien. C'est d'ailleurs pour ça que c'est étonnant qu'ils n'aillent pas sur ce terrain, parce que normalement, c'est dans sa philosophie politique. Et donc, moi, État, j'interviens pour défendre l'intérêt
du pauvre gamin qui a eu la malchance de naître à Mont-Marsan et pas à Bordeaux, mais qui aurait bien allé étudier à Bordeaux. Mais Vincent Pavanello, justement, je suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que les grandes métropoles ont élu des maires. D'abord, ils les ont élus sur des scores et des scrutins dont on a rarement vu des scores aussi bas en termes d'engagement de vote. Donc le problème, si on devait l'identifier ou aller au bout de l'analyse, si vous permettez, c'est de dire qu'on a un système de représentation de gouvernement qui est proche d'une certaine forme oligarchique, dans la mesure où on a très peu de personnes qui finalement votent. Donc le problème, j'allais dire, de la prise en compte des politiques publiques par les habitants eux-mêmes, par les citoyens, elle est réelle. Vous avez raison quand vous dites qu'effectivement, ce sont les mêmes personnes qui disent finalement pas de tour en face de chez moi, ou qui vont aller hurler à la mort parce que leurs gamins ne trouvent pas de logement. Par exemple, je prends un exemple. On a identifié des cas de jeunes à La Rochelle qui ont carrément changé d'école parce qu'ils n'arrivaient pas à se loger tout simplement à La Rochelle. Alors, rappelez-vous, avec Robin Ribaton, vous avez écrit un livre il y a une petite dizaine d'années, je crois, un peu moins, dans lequel vous dites deux choses. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, parce qu'il faut quand même s'identifier aussi et essayer d'analyser pourquoi l'immobilier en est là aujourd'hui, notamment les corps intermédiaires. Vous avez écrit, je vous retranscris dans l'idée, on est passé d'une rente de situation, que dans les années 2000, à une rente, à un schéma entrepreneurial. Qu'est-ce qui vous fait dire en fait qu'on a basculé, que c'est devenu finalement une économie réelle, une économie productive plutôt qu'un système qui se transmettait les biens de génération en génération? Parce que dans votre livre, c'est ce qu'on voit. On voit une césure à partir des années 2000 dans laquelle on voit que l'immobilier est devenu un immobilier d'entrepreneur. Il y a deux raisons qui nous ont poussé à porter ce discours. D'abord, une réaction à ce qu'avait été l'approche macronienne du logement en 2017, c'est-à-dire vu comme un secteur de rentier. Nous, notre regard sur cette question-là, ça avait été de dire il n'y a pas plus de rentiers dans ce secteur que dans d'autres. Il y a évidemment des situations de rente. Je crois en avoir cité une juste avant. Parce que le cas des gens qui habitent déjà dans les métropoles et qui votent contre l'accueil des nouveaux habitants, c'est la rente de situation la plus terrible qui existe. C'est le refus de l'émancipation la plus terrible. C'est l'assignation à domicile pour les gens qui n'habitent pas et qui ne naissent pas dans les métropoles, la plus violente qu'on ait sur le territoire. Mais donc on a eu une rente parce là. Que accepter des nouveaux immeubles à côté de chez soi, ça fait baisser le prix de son propre bien immobilier. C'est donc une rente qu'on essaie de défendre. Mais complètement. Je comprends le raisonnement de l'agent économique individuel. Peut-être même aurais-je le même quand je serais propriétaire. C'est juste que quand l'État a face à lui des comportements qui sont manifestement des comportements de rente, il doit lutter contre. Donc à l'époque, il avait pris ce secteur comme un secteur qui était uniquement mu par la rente. Et nous, on avait dit quand non. vous dites lutter contre, c'est-à-dire que contre l'acceptabilité même des citoyens. Non, mais il faut simplement qu'à un moment donné, l'État défende aussi l'intérêt, qui me semble être pas loin de l'intérêt général, des gens qui n'habitent pas dans les métropoles et qui aimeraient y aller. Bien sûr. Voilà, et qui aimeraient être mieux logés. Et de l'infirmière qui aimerait bien faire une demi-heure de transport en commun et pas 1h30 tous les matins et tous les soirs pour aller soigner nos anciens. Très juste. Et je vois pas pourquoi son intérêt à elle, il serait moins bien défendu que l'intérêt, encore une fois, de la famille qui a eu la chance, ou de l'enfant qui a eu la chance de naître mais là, de façon déjà au cœur de Paris. De façon sous-jacente, vous évoquez l'aménagement du territoire. C'est une question d'aménagement du territoire, évidemment. Mais en tout cas, il y a une réponse à ça. Donc nous, on avait voulu en 2017 dire, attendez, dans ce secteur, il n'y a pas que des rentiers, il y a aussi plein d'entrepreneurs. Et on avait voulu les mettre en avant. Et deuxième chose, c'était un des messages du livre, c'était de dire que le secteur immobilier, comme les autres secteurs de l'économie, n'était pas à l'abri d'une vague de disruption qui a eu lieu depuis. Et donc, si ce secteur est il ne peut pas être à la fois disrupté et puis terrain de jeu favori des rentiers. Là, il y a un truc qui ne marche pas. Et donc, on avait dit simplement c'est un secteur normal où il y a quelques zones de rente qu'il faut certainement corriger. Et puis, il y a aussi plein d'entrepreneurs, plein de grands professionnels qui font leur métier et qui méritent autre chose que le mépris qu'on a eu au début. Avant de céder la parole à Nicolas, je voudrais juste vous poser une question sur... Vous les connaissez bien, les politiques. Je sais que vous avez pas mal... grenouiller dans les ministères, rencontrer des personnes, vous avez un grand réseau et vous n'avez pas 30 ans. Donc, comme quoi, finalement, la valeur n'attend pas le nombre des années. Vincent Pavanello, comment vous expliquez, on ne peut pas dire que c'est une absence d'intelligence de la part de l'exécutif. Il n'ignore pas qu'il y a pratiquement 12 millions de personnes mal logées en France, dont 2,5 millions dans l'état de précarité. Ça, il n'ignore pas non plus. Je pense pas. Il n'ignore pas non plus que tout le monde n'a pas papa, maman pour se porter garant ou donner des apports lorsqu'on est primo-accédant, que parfois, c'est la croix et bannière. Ils n'ont pas non plus ignoré qu'on accède de plus en plus tard à la propriété, qui est quand même pour sa retraite un verrou de sécurité quand même important. Comment vous expliquez un tel mépris ? Je pense qu'il y a deux raisons qui l'expliquent. La première, c'est que un des enjeux et une des difficultés de notre secteur, c'est que les politiques publiques en matière de logement produisent des effets à long terme.
à moyen terme dans le meilleur des cas, mais souvent à long terme. Et une politique de relance de la construction neuve, c'est pas à vous que je vais la prendre, elle va produire ses effets à 3, 4 ou 5 ans. Pour autant, ce sont des effets qui sont assez prévisibles, c'est que le marché du logement est un marché relativement simple. Quand vous augmentez l'offre, vous baissez les prix, quoi. Il n'y a pas tellement de... Enfin, toute chose égale par ailleurs. Donc c'est un marché qui est relativement simple. Donc première raison, c'est plutôt du long terme, et on sait que le politique, il n'est pas très à l'aise avec le long terme. Il est de moins en moins à l'aise avec le long terme depuis le début de la crise sanitaire, où on gouverne aller à 1 mois, 2 mois, 3 mois de prévision, et on n'arrive pas à aller au-delà. Donc faire une politique du logement ambitieuse à horizon 3 ou 5 ans, on a du mal à le faire, mais pourtant il faudrait le faire. Première raison. Pourtant, un mandat présidentiel, ça dure 5 ans, donc on pourrait en fait voir en fin de mandat les effets du début de décision prises en début du mandat. Surtout que la personne qui est en charge sera restée 10 ans au pouvoir, et on pourrait même dire 15 ans, puisqu'il était là dès 2012. Mais là, pour le coup, cet horizon de 3 à 5 ans, je suis d'accord, mais bien sûr. C'est globalement ce que dit Pascal Boulanger, le président de l'AFPI, c'est qu'il y a un stock à reconstituer aujourd'hui de logements neufs pour justement loger les Français, et que ça prendrait pas tant de temps que ça. Ça prend un mandat présidentiel en fait de reconstituer les stocks. Ah, mais c'est faisable sur un mandat présidentiel. Mais c'est pour ça que je dis la première raison, c'est que c'est un peu plus long terme que des politiques, par exemple le bouclier tarifaire, qui est la réponse de pouvoir d'achat de court terme la plus facile à faire, hein. D'ailleurs, je vous informe que c'est avec votre argent qu'on le fait, si vous n'en étiez pas rendu compte. Mais le bouclier tarifaire, c'est l'argent des contribuables qui le finance. Alors que la vraie mesure de pouvoir d'achat, à moyen terme, et je ne dis pas qu'il faut faire celle-là au détriment de celle du court terme, je dis qu'il faut faire les deux, c'est une politique du logement ambitieuse. Et la deuxième raison pour laquelle, à mon avis, on n'arrive pas à mener des politiques publiques du logement ambitieuses, c'est qu'elles sont parfois impopulaires. Puisque, comme toujours, on va entendre ceux qui ne sont pas contents. Effectivement, l'habitant de la grande métropole qui ne veut pas une tour ou un immeuble en face de chez lui, on va l'entendre très fort. Il va faire des recours, la justice va être de son côté dans la majorité des cas. Et malheureusement, on entend moins les gagnants parce que c'est plus diffus. Mais encore une fois, je reprends l'exemple de cet étudiant. Voilà, vous êtes étudiant à Saint-Etienne, vous aimeriez aller étudier plus tard à Lyon, et puis on vous dit toute la journée que les loyers sont insupportables à Lyon, que c'est 800 € le studio. Bah, vous renoncez à vos études. Et donc, une politique de logement, c'est pour dire à ces jeunes-là, vous avez toute votre place dans les métropoles dynamiques, pleines d'opportunités, tolérantes, vivantes, dynamiques. Donc, c'est aussi donc il faut accepter le long terme, et il faut accepter peut-être un bras de fer, en tout cas un discours de vérité auprès à la fois des élus locaux, mais les élus locaux, même s'ils ont été mal élus, c'est ce que tu disais Sylvain, ils ont quand même été élus, donc aussi un bras de fer auprès de certains de leurs administrés. Mais les Français, ils ont du bon sens, ils sont intelligents. Je suis sûr que si on leur explique correctement et qu'on leur explique que c'est dans l'intérêt de leurs enfants, de leurs cousins, de leur entourage, potentiellement d'eux-mêmes, ils sont prêts à signer ce New Deal du logement. Merci Vincent Pavanello, donc économiste et essayiste, mais également directeur général de la Maison des Mandataires. Et Sylvain, c'est la fin de ce nouveau numéro de la Côte Imo, et on vous donne rendez-vous demain, toujours sur Bismart et Radio Imo.